Sécurité civile et population, le magazine d'information du ministère en charge de la sécurité. En ce 19e numéro de notre magazine, nous aurons des rubriques d'actualité, de prévention et enfin, nous terminerons notre émission par la rubrique sensibilisation. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Une séance de travail regroupant les techniciens du port autonome de Brazzaville et port secondaire de la Société commune de logistique en sigle SLOG, de la Société Faki Congo et du commandement de la sécurité civile a eu lieu le 15 mars 2023 au siège du commandement de la sécurité civile. L'objectif principal de cette rencontre a été la mise en œuvre des dispositions du protocole d'assistance mutuelle en matière de secours entre ces différentes structures, signé le 27 janvier 2023. Reportage Donald Ouramba. Cette séance de travail fait suite au protocole d'accord d'assistance mutuelle en matière de secours signé le 27 janvier 2023 à Brazzaville entre le port autonome de Brazzaville et port secondaire, la Société commune de logistique SLOG en sigle, la Société Faki Congo et le commandement de la sécurité civile qui devraient désormais mutualiser leurs efforts et moyens dans le domaine de la prévention, la lutte contre l'incendie, le sauvetage, la recherche et l'assistance et bien d'autres. Nous devons élaborer un document qui va évoluer. Vous l'avez dit d'ailleurs. Le document il va évoluer. Il ne peut pas s'arrêter à un autre niveau. Ça va aller trop bas. Vous avez le devoir d'éteindre le feu dans toute la ville de Brazzaville. Quand on veut ou pas, vous avez ce devoir-là, vous appartient. TBC, qui est ici là, TBC, fasse son plan. Il faut que SLOG fasse son plan. Il faut que Faki fasse son plan. Il faut que la police qui est ici fasse son plan, police. Il faut que la douane fasse son plan. Il faut même, on va intervenir même au niveau des armateurs qui fassent leur plan, le plan dont le colonel a développé tout à l'heure. Tout ce plan-là, c'est ce que nous appelons le plan d'urgence ou bien le plan de sécurité du port. Si on part sur cette base-là, il y aura un problème. Le problème, c'est quoi? On va tous regarder comment monter dans la présentation le plan global du port, dans son périmètre entier. Et c'est pour secondaire si possible. Et après, nous allons voir dans la présentation des documents comment intégrer les plans sectoriels qui sont à l'intérieur de ce plan. Mais on ne peut pas se passer des plans sectoriels. On ne peut pas permettre aux... Je prends un exemple très simple. Le port autonome, là où les bateaux viennent à poster. C'était une entité multisectorielle, multi-intervenante. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une crise majeure au port. Ces acteurs-là devraient intégrer la chaîne de gestion des opérations. Et si c'est intégrer la gestion des opérations, ça veut dire que leur mode opératoire n'est toujours pas la même avec les autres. Pour qu'ils ne constituent pas un danger, en ce moment-là, c'est là où nous disons, nous faisons un plan direct avec le port. En intégrant tous ces acteurs qui viennent avec leur spécificité. Les quatre parties de la sécurité civile, le port, la SLOG et Faki Congo avaient pris l'initiative de signer un protocole d'assistance mutuelle en cas de crise, en cas d'incendie. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus tenir la première réunion pour essayer de regarder le côté opérationnel de ce protocole d'accord. Effectivement, vous savez, quand les cadres se réunissent, il faut toujours avoir un document qui résume ce qui s'est dit au cours de la séance. Et donc, il y aura un procès verbal en bonne et due forme qui sera distribué à toutes les parties. Et la continuité des réunions pour essayer d'animer ce protocole va continuer à se tenir.
au mois de janvier, voilà, nous avons eu toutes les parties prenantes, et donc notamment le commandement de la sécurité civile, la SCLOG, voilà, dont je fais partie, la société FACI et le port autonome de Brazzaville et port secondaire ont eu donc à signer un accord d'ordre mutuel. Et donc la réunion d'aujourd'hui, et donc c'est une rencontre qu'on a eu à avoir, et cette rencontre va dans la continuité de l'accord qui a été signé. Et comme vous le savez bien, et donc cette réunion, voilà, avait pour objectif principal de pouvoir commencer par réunir déjà tous les opérationnels de chaque partie, et donc tous les opérationnels, pour voir un peu de façon pratique comment est-ce que nous pouvons définir tout ce qu'il y a comme stratégie, comment est-ce que nous pouvons définir ou élaborer les plans d'intervention qui vont nous permettre par la suite de pouvoir mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, voilà, sur tout ce qui peut survenir comme scénario d'incendie ou d'accident, voilà, dans nos différents sites ou encore dans nos différentes entités. L'accord que nous avons eu à signer nous donne la possibilité de mutualiser nos efforts en cas de situation d'urgence afin de limiter les dégâts. Et il a fallu donc que nous nous retrouvons pour mettre en place un cadre de réponse en cas de situation d'urgence. Et nous avons réfléchi pour penser, projeter, mettre en place un plan d'urgence qui serait des plans sectoriels et globalement qui donnerait la possibilité à ces entités de pouvoir répondre avec efficacité en cas de situation d'urgence déclarée dans ces entités signataires d'accords. Signalant que cette rencontre a prévu la mise en place d'un comité paritaire pour le suivi et la mise en œuvre de l'accord, la prévention des risques et le renforcement des capacités à travers les formations, l'élaboration des cadres opérationnels régissant l'accord, enfin la mise en œuvre des stratégies de soutien et l'assistance mutuelle dans les domaines des opérations. Une visite guidée du centre de secours principal des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a été organisée le 10 février 2023 au profit des élèves de l'école Sainte-Louise de Marillac. À cet effet, plusieurs ateliers prévus ont été passés au peigne fin par les encadreurs et les élèves de cette école en vue de s'imprégner du métier de sapeur-pompier. Je suis venue voir comment les sapeurs-pompiers éteignent les feux, comment ils conduisent leur véhicule, comment ils aident les gens. C'est une sortie scolaire pour une découverte pour les élèves. Et c'était vraiment très instructif. On a appris énormément de choses, tant les enfants que nous aussi les enseignants. Le travail des sapeurs-pompiers est un travail noble dont il faut parler aux enfants, notamment sur les premiers secours. Surtout qu'à l'école, il peut arriver parfois qu'un enfant fasse une crise. Il nous arrive plusieurs fois d'avoir des incidents comme ça, des petits accidents, des petits bobos. Donc c'était vraiment très important de donner aux enfants cette connaissance sur le travail de secouriste, le travail d'urgence et surtout le rôle des sapeurs-pompiers dans la société. Ce que j'ai pu comprendre avec les enfants, c'est qu'ils ont fait le tour des ateliers comme l'utilisation de l'extincteur, ensuite l'importance des motos, de la moto de secours, les véhicules remorqueurs, les véhicules aussi qui permettent d'éteindre des incendies, mais aussi les secours sur les personnes épileptiques ou qui sont en danger. Il est très important de passer des coups de fil lorsqu'il y a des personnes en danger, lorsqu'il y a des incendies. Ne pas hésiter à composer le 118
lequel est gratuit, donc il n'est pas facturé. C'est vrai que parfois la ligne est un peu saturée, mais n'empêche qu'il faut insister. Et d'ailleurs même, on a été témoin d'un appel, je dirais d'une personne qui n'avait pas de, comment dire, qui n'était pas une personne moins sérieuse en fait. Cette personne-là a appelé pour qu'on vienne prendre soin de lui. En fait, c'était un appel canular si vous voulez. Voilà, donc on a été témoin de ça. Donc le but est d'apprendre aux enfants et même à nous, le personnel de l'école, de ne pas passer les appels de type à rigoler avec ce type d'entreprise, ce type de travailleurs qu'est les sapeurs-pompiers. Pour moi déjà c'est une expérience très enrichissante et d'ailleurs même je pense la même chose pour l'école. C'est une très bonne chose de prendre connaissance de tout le travail des sapeurs-pompiers. Il y a beaucoup de choses que nous ignorons vraiment. Et la porte nous a été ouverte. Hein. Les sapeurs-pompiers ont été très courtois avec nous, très gentils d'ailleurs, très accueillants. Et vraiment, je conseillerais même à plusieurs écoles de faire pareil, surtout dans les entreprises qui regorgent plusieurs enfants, plusieurs personnes. C'est toujours très important de venir prendre connaissance, ce type de connaissances, plusieurs choses que nous ignorons dans la société. Et c'est très important de ramener ces élèves-là, ce personnel-là. Même nous aussi, nous avons été formés. Donc je conseille à plusieurs personnes de faire comme nous. Nous avons écrit au service des sapeurs-pompiers qui nous ont répondu favorablement. Et nous avons calé la date et l'heure. Tout a été préparé, tout était bien en ordre. On nous a séparés en nombre de 4 groupes de 15. Et tout était bien organisé. Donc les enfants, je pense que cette visite a été très enrichissante et je ne sais pas, je n'ai que des remerciements à donner par rapport à tout cet accueil réservé par les sapeurs-pompiers. Voilà, c'est beaucoup plus pour des raisons de sécourisme, pour apprendre aux enfants comment venir au secours à quelqu'un en danger ou encore comment savoir se débarrasser d'une situation qui peut survenir. Et je suis sûre qu'ils ont eu des réponses à toutes ces questions-là. Je fréquente à l'école Sainte-Luce de Marillac en classe de CE2. On est venu visiter la caverne des sapeurs-pompiers et on a visité plusieurs salles. On a visité la salle là où on appelle pour des urgences. On a visité la salle de secours. Ensuite, on a visité les camions, les motos. Le numéro des sapeurs-pompiers, c'est le 118. Et on nous a aussi appris qu'on n'appelle pas les sapeurs-pompiers n'importe comment. On nous a aussi appris qu'on ne joue pas avec l'allumette et qu'on fait attention avec le fer à repasser. En fait, j'apprécie bien les sapeurs-pompiers. C'est des bons. En fait, j'aime bien leur travail. Et un jour, je vais essayer de devenir sapeur-pompier comme eux et sauver les vies des gens. On a visité le bureau là qui avait des téléphones. On a visité les camions. On a fait les photos dans les motos. On a aussi monté dans les escaliers. On a aussi parlé que quand le sang coule, il faut mettre le mouchoir. On a aussi parlé... Il convient de relever que le cycle des visites guidées dans les centres de secours de la sécurité civile a été ouvert en 2018 grâce à un enfant de 3 ans qui, à l'occasion de son anniversaire, avait exigé de ses parents la visite de la caserne des sapeurs-pompiers de Brazzaville. La prévention contre les risques d'incendie et de panique dans les bâtiments est l'une des missions assignées au commandement de la sécurité civile. Dans le but de vous édifier sur l'exercice de ces missions, le lieutenant-colonel de police Anselme Galé-Balé, directeur de la prévention et de la réglementation près le 10 commandement, nous en dit plus. Suivez. La direction de la prévention et de la réglementation, c'est l'une des directions centrales du commandement de la sécurité civile qui a pour mission, entre autres, de contrôler l'exécution des mesures de sécurité dans des bâtiments. Alors la prévention bâtimentaire a une grande importance
Alors pour comprendre cette importance, nous devons d'abord définir qu'est-ce que nous entendons par prévention. Et nous serons un peu centrés dans ce que nous appelons prévention incendie. Alors la prévention, nous la définissons comme étant l'ensemble des mesures propres à éviter l'éclosion d'un feu ou au cas où il y a éclosion, donc ces mesures-là doivent permettre de réduire les effets de cet incendie ou bien de ce feu, bien sûr. Alors c'est ce que nous définissons par la prévention. Et la prévention comme telle a des objectifs. C'est d'évacuer les personnes et de les protéger. Et pour cela, il y a des principes. Les principes, c'est lesquels? C'est qu'il faut permettre, et donc dans ces principes, quand nous parlons de principes, nous devons parler de la limitation de la propagation de l'incendie, au cas où nous arrivons dans un incendie, et nous devons aussi permettre l'intervention des secours. Alors, pour comprendre tout cela, nous devons parler de ce que nous appelons par prévision. Nous sommes en train là de développer l'importance de la prévention bâtimentaire. Alors, la prévision, c'est l'ensemble des moyens qui sont mis à demeure pour la plupart, qui servent à déceler un feu et de le combattre dès son commencement. C'est ça la prévision. Alors cette prévision-là se situe en deux étapes. Il y a ce que nous appelons par la prévision passive. Ça se passe à l'étape du projet, c'est-à-dire c'est des mesures constructives qu'on prend lors de la construction. Et ces mesures-là servent pour la plupart à éviter la propagation. C'est-à-dire là, nous agissons sur les éléments de construction. Vous écoutez, parfois on parle des murs coupe-feu, on parle des écrans de contournement, on parle de la protection des escaliers et tout. C'est-à-dire, on construit de telle sorte que si dans un local, il y a début de feu et que si cela peut se développer, devenir un incendie, que cet incendie, pendant un temps donné, ne puisse pas entraîner un embrasement général de tout le bâtiment. Ça, c'est ce que nous appelons par prévision passive. Et nous avons aussi la prévision technique, c'est-à-dire c'est l'ensemble des moyens de secours que nous mettons à demeure. Nous parlons des extincteurs, nous parlons des robinets d'incendie armés, nous parlons des colonnes humides, des colonnes sèches, nous parlons du système de sécurité incendie et nous avons aussi la prévision active. Là, nous parlons de l'homme, c'est-à-dire la formation de l'homme, parce que ayant tous ces moyens-là à demeure, il faut qu'il y ait des hommes entraînés pour mettre en branle tous ces moyens-là pour combattre le feu. Alors, à notre niveau, en tant que direction de la profession de la réglementation, et pour parler de votre question sur la prévention bâtimentaire, nous agissons à deux niveaux. Nous avons d'abord ce que nous appelons par études de sécurité et nous avons ce que nous appelons par les visites de prévention. Que ce soit l'étude, que ce soit les visites de prévention, tout cela nous le faisons à l'aide d'une checklist que nous appelons clic de VICREM. Alors parlons tout d'abord de ce que nous appelons par étude de sécurité. L'étude, ça se fait au début, c'est-à-dire le propriétaire, c'est le maître d'ouvrage, avec son maître d'œuvre, il y a les plans, il y a tout, et on nous soumet ce dossier-là, composé des plans architecturaux, composé aussi de la notice de sécurité. Alors la notice de sécurité, c'est simplement la solution sécuritaire envisagée par le maître d'œuvre, et nous prenons tout ce dossier-là, nous commençons à étudier. Quand nous étudions, nous commençons, comme j'ai parlé du checklist. Nous savons que nous avons par exemple un hôtel. C'est un hôtel qui sera construit, c'est-à-dire c'est le projet de construction d'un hôtel. Nous savons les exigences d'un hôtel. Alors nous commençons à le classer. Dans le classement, nous voyons d'abord, nous relevons d'abord la réglementation applicable. C'est telle réglementation qui doit être appliquée. Ça, nous le mettons à côté. Maintenant, comme c'est un hôtel, c'est un RP.
Étant un ERP, ça peut être un ERP comme un IGH, mais parlons d'un établissement recevant du public que nous appelons ERP. Nous devons déterminer le type c'est déjà un hôtel, c'est-à-dire c'est l'activité. Nous devons déterminer la catégorie, c'est-à-dire le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies dans cet hôtel-là. Ça, c'est le classement. Une fois qu'on a déterminé le classement, nous continuons à décortiquer notre checklist. Nous arrivons à ce que nous appelons par l'implantation. L'implantation, c'est quoi? C'est-à-dire nous voyons l'environnement de l'hôtel. Nous voyons l'environnement. Qu'est-ce qu'il y a? L'hôtel est limité au nord, par quoi, au sud, par quoi? Nous voyons tout ça là. Et nous voyons ce que nous appelons par l'isolement par rapport aux tierces. À quelle distance l'hôtel se trouve avec, par exemple, le bâtiment voisin ou comment ça. Nous, on vérifie tout ça là, parce que c'est très important. Dans le cadre de la propagation, nous voyons l'isolement, nous voyons un peu les aspects liés à l'accessibilité à l'hôtel. Nous voyons aussi les aspects liés à l'évacuation, c'est-à-dire les façades, comment sont construites les façades et tout. Une fois nous avons décortiqué ce que nous appelons par l'implantation, nous voyons les aspects constructifs, c'est-à-dire la construction. Parlant de la construction, nous parlons de la qualité et la nature du gros œuvre, c'est-à-dire la structure. Ça, nous devons le voir. Ça, c'est dans la construction. Et toujours dans la construction, nous voyons les aspects liés au comportement de feu, au feu des éléments et matériaux de construction. C'est-à-dire, nous voyons là la stabilité au feu des éléments de construction. Nous voyons un peu les matériaux qu'on a utilisés. C'est-à-dire, on essaie de vérifier par rapport à la notice de sécurité. Nous voyons la distribution intérieure. Est-ce que c'est le mode traditionnel ou bien est-ce que c'est ce que nous appelons les secteurs ou bien c'est le mode de compartiment. Vérifions tout cela. Nous voyons aussi les aménagements intérieurs parce que les aménagements intérieurs peuvent constituer les éléments de propagation. Une fois fini avec la construction, nous voyons d'abord le dégagement. Les dégagements, parce que les dégagements c'est très important. Parce que quand on parle d'incendie, on parle de la panique. Les dégagements, c'est-à-dire, avec ces plans-là, nous, on peut, et par rapport aussi à la capacité d'accueil de l'hôtel, nous avons les plans, c'est vrai, l'architecte a dessiné ses plans avec les issues, les portes, les escaliers et tout, mais on ne fait pas confiance. Nous essayons de calculer. On va voir si réellement le nombre de dégagements répond. Et la largeur des dégagements, c'est-à-dire nous faisons ces calculs-là pour voir si c'est conforme. Et nous voyons un peu, toujours, en parlant des dégagements, c'est-à-dire les distances à parcourir en cas d'évacuation. Parce que là aussi c'est normé. Vous voyez que quand il y a incendie, on dit que les fumées tuent plus que les flammes. Alors, quelqu'un doit pouvoir parcourir une certaine distance pour atteindre soit un dégagement protégé, c'est-à-dire un escalier encloisonné ou bien à l'air libre, ou bien une issue pour être dehors carrément. Mais il ne doit pas parcourir une très très longue distance. Donc là aussi c'est normé. Nous vérifions tous ces aspects-là. Mais non, nous avons aussi ce que nous appelons par ventilation, climatisation. C'est-à-dire nous vérifions un peu tous ces aspects liés au circuit de l'air, circuit froid, circuit chaud. Et nous voyons les aspects, comment la maison est ventilée, c'est très important aussi. Maintenant, nous voyons aussi les aspects liés au désenfumage. Nous étudions le désenfumage. Est-ce que c'est un désenfumage naturel ou bien il est mécanique? C'est-à-dire par rapport à l'immeuble, par rapport à la destruction de l'immeuble, le règlement dit que tel immeuble de telle catégorie, si c'est un ERP, voilà les exigences, voilà comment doit être le désenfumage. Si nous avons là-bas, par exemple, des locaux de plus de 300 mètres carrés, le désenfumage est exigé, c'est-à-dire nous vérifions tous ces aspects-là. Nous avons aussi ce que nous appelons par éclairage et électricité. Là, nous vérifions un peu la qualité des installations, mais beaucoup plus, nous voyons la présence de l'éclairage de sécurité, parce que l'éclairage de sécurité est très important. Pourquoi?
Vous pouvez être là la nuit, il y a une activité qui se passe. Voilà, il y a un sinistre et parfois le courant peut partir. Mais les gens seront dans la panique. Mais il faut qu'il y ait cet éclairage qui permettra aux gens d'évacuer librement. Effectivement, l'éclairage de sécurité se compose de l'éclairage d'ambiance et de l'éclairage d'évacuation. L'éclairage d'ambiance, c'est un éclairage qui permettra aux gens de bien se diriger. Ça permet même aux secours, quand les secours arrivent, de pouvoir manœuvrer correctement. Et nous avons l'éclairage d'évacuation, c'est le fléchage, c'est un éclairage directionnel qui conduit les gens jusqu'aux issues de sortie. Donc nous voyons tous ces aspects-là. Et nous voyons aussi les risques spéciaux. Ça, c'est lié à l'exploitation de l'établissement. C'est lié un peu à la destination des locaux. Et nous avons, en fait, ce que nous appelons par moyens de secours. Nous vérifions l'existence des moyens traditionnels, les extincteurs, les RIA et tout, et les moyens qui sont un peu spécifiques par rapport à la destination de l'établissement. Donc, nous faisons ces études-là sur plan et nous produisons un document qui servira à la fois au maître d'ouvrage, au maître d'œuvre, de pouvoir conduire les travaux jusqu'à la réception. C'est-à-dire, là, ils ont déjà comme une feuille de route, ils savent déjà ce qu'il faut du point de vue sécurité incendie. Ça, c'est ce que nous faisons concernant les études. Maintenant, concernant les visites, c'est pratiquement la même démarche, mais sauf que là, nous sommes déjà dans un bâtiment en exploitation. Il est là, et toujours à l'aide de cette checklist que j'ai appelée le kit de Vicrep, nous essayons de visiter le bâtiment, tous les compartiments du bâtiment, que ce soit pour l'étude, que ce soit pour les visites. La finalité, c'est procéder à l'étude des dangers potentiels de l'établissement. Cette étude-là doit déboucher sur l'analyse du risque, à l'aide bien sûr de cette checklist que j'ai parlé. Mais non, la finalité c'est quoi? La finalité c'est premièrement de relever toutes les infractions aux différents règlements de sécurité, ça c'est un, de déceler tout ce qui peut être à l'origine d'un feu ou d'une explosion ou d'une panique. Et troisièmement, c'est de rechercher les éléments de propagation. J'ai parlé entre-temps, par exemple, de l'aménagement intérieur. Bon, si l'aménagement intérieur n'est pas bien étudié, ça peut constituer un élément de propagation, même l'ameublement. Il y a beaucoup de choses. Et enfin, après avoir fait tout ça là, nous proposons les solutions pour pallier ces anomalies et ces infractions constatées. Donc vous voyez que la prévention bâtimentaire est très importante, si bien nous demandons à tous les usagers, c'est-à-dire ceux qui construisent leur maison, nos portes sont ouvertes. L'adresse aussi, nous adressons aussi au niveau des, comment dirais-je, ceux qui gèrent un peu les édifices publics, parce qu'il y a parfois des directions de patrimoine et tout, de prendre un peu au sérieux cela. Nous ici, la direction de la profession de la réglementation pour le commandement de la sécurité civile, nous sommes prêts. Nous sommes prêts à venir partout, à conseiller. Parce que c'est important. Vous voyez qu'un investissement, vous pouvez investir des milliards, mais en quelques heures, vous pouvez perdre cela. Comme on le dit, la santé n'a pas de prix, la sécurité aussi n'a pas de prix. Donc, c'est une invite à tous. C'est-à-dire, quand on veut construire une maison, pas seulement maison d'habitation, je parle même des hôtels, des ERP, des IGH, on intervient un peu partout. C'est-à-dire, il est mieux de s'adresser au commandement de la sécurité civile et nous qui sommes l'organe technique, la direction de la profession de la réglementation, on va pouvoir fournir cette étude ou bien faire ces visites-là pour pouvoir ensemble sécuriser cet investissement.
Mesdames et messieurs, ne dit-on pas que les bonnes choses ne durent pas? Nous voici donc à la fin de notre magazine Sécurité civile et population. Ce fut un plaisir de partager ce moment avec vous. Bonsoir chez vous et au prochain numéro.